Je vais vous dire ce que je dis à mes clients quand je les reçois. Donc, pour moi, ce soir, vous êtes tous mes clients et on est en train de préparer une vente ensemble. D'accord? Vous avez trouvé un bien qui vous intéresse ou alors vous vous demandez comment trouver ces biens et je vais vous accompagner un petit peu de façon fictive du début jusqu'à la fin du process. On a trouvé un bien, on envisage de l'acheter, on cherche à faire le calcul de coût, le calcul de rentabilité, on va à l'audience, on gère les suites de l'audience, on gère les difficultés. Donc, je vous invite, comme si c'était un rendez-vous client en tête-à-tête, à me poser vraiment toutes les questions que vous avez. C'est souvent ça le plus intéressant. Et si c'est bon pour vous, on y va. Ok, écoutez, c'est très bien. Ça fait une première visite chez l'avocat pour aller enchérir. Exactement. Allez. Première visite chez l'avocat pour enchérir. Alors, comment ça se passe quand on rentre dans le secteur de la vente sans charge? Je vais partir de l'hypothèse que vous êtes tous des très très grands débutants. On trouve un bien. Comment on trouve ce bien? Généralement, vous allez sur Internet, vous cherchez vente aux enchères, vous atterrissez de préférence sur Venge, parce que c'est quand même une plateforme qui fonctionne extrêmement bien, et vous allez trouver un bien qui vous intéresse, quel qu'il soit. Je vais aller sur Venge, je vais en prendre un complètement au hasard, et on va regarder ça ensemble. Alors, par exemple, là, je vois qu'il y a une maison à usage d'habitation. Je vais partager mon écran. Hop. Alors, je ne sais pas si moi j'ai besoin de retirer ce que j'ai partagé. Ah, il faut que je prenne le contrôle, peut-être? Ouais, alors je retire. Ouais. C'est bon? Vous l'avez? Très bien. Alors là, on est sur la version, parce qu'il y a une version gratuite et une version payante. Là, on est sur la version gratuite. Je sais si... Donc, on trouve un bien qui nous intéresse. Là, en l'occurrence, on va acheter une maison à usage d'habitation à Fleury-les-Aubrais. C'est pas du tout mon ressort territorial, mais ça n'a aucune importance. Donc, vous devez avoir conscience, quand vous trouvez un bien que vous souhaitez acheter aux enchères, d'une part, que le montant de la mise à prix qui a été fixé par l'avocat doit représenter à peu près entre un quart et un tiers de la valeur du bien, 90% du temps. Que vous allez avoir entre 10 et 15% de frais supplémentaires à payer, déjà pour rentrer dans cette logique-là. Et ensuite, que pour vous renseigner sur le bien, vous allez pouvoir faire deux choses, plus précisément trois choses. La première, c'est de récupérer les informations relatives au bien, la nature du bien, calculer les frais, savoir qui le vend, etc. Et aller chercher tous les renseignements relatifs à ce bien sur Internet, en tout cas tous les renseignements que vous pouvez trouver. Ensuite, sur le projet d'affiche. Alors en fait, on va utiliser mon compte où moi je suis connecté directement. Faites le partage d'écran. Ce sera plus simple. Donc vous allez trouver sur un site d'annonce légale l'affiche d'un bien qui vous intéresse et vous allez voir mentionner sur cette affiche plusieurs informations essentielles. La première information qui va vous intéresser, c'est la date de visite. Ça va vous indiquer quand est-ce que vous pouvez vous déplacer sur place pour visiter le bien en présence de l'huissier et pour vous rendre compte de l'état dans lequel ce bien se trouve. C'est le premier point. Le deuxième point, vous allez voir sur l'affiche l'identité de l'avocat qui réalise la procédure. Vous allez avoir besoin de le contacter. La troisième chose que vous allez faire, c'est que vous allez voir sur l'affiche si c'est bien fait. Et généralement, c'est pour ça qu'on va sur Bench ou ce type de plateforme un peu spécialisée. Vous allez voir le type de vente auquel on a affaire. Est-ce qu'on est en présence d'une vente sur saisie immobilière, sur liquidation judiciaire ou sur licitation de partage? C'est assez impactant. Donc là, dans l'exemple que vous avez sous les yeux, on voit que c'est Maître Paul Buisson. Alors, c'est un avocat lyonnais, si je ne m'abuse. Ah non, c'est peut-être pas celui que je connais. Et donc, vous avez la date de l'audience, la date de la visite. Et en fait, ce que vous devez faire, c'est contacter l'étude d'huissier qui est en charge de la procédure pour voir comment ça se passe le jour de la visite, éventuellement récupérer le numéro de l'huissier et vous y allez. Voilà. Moi, ce que je dis à mes clients quand ils viennent me voir, c'est d'abord, ils vont voir le bien. Ensuite, on se pose autour d'une table et on voit si on cherche à l'acheter. Premièrement. Deuxièmement, à ce stade-là, une fois que vous avez validé l'intention d'achat, ou en tout cas vous avez validé le fait que le bien vous intéresse, eh ben on va chercher à se documenter de façon plus précise sur la configuration du bien et on va se procurer les pièces, enfin plutôt le dossier de vente qui a été préparé par l'avocat qui a réalisé la procédure de saisie. Dans ces pièces, on va trouver les documents qui sont indiqués sur l'écran, le procès-verbal descriptif, le maîtrise carrez et le cahier des conditions de la vente. Le procès-verbal descriptif, c'est un reportage photo
qui permet de se rendre compte de la consistance du bien, mais vous, le bien, vous l'avez visité, donc la consistance du bien, vous la connaissez déjà. Par contre, sur le procès-verbal descriptif, l'huissier est censé vous dire comment le bien est occupé, donc si jamais il y a un contrat de bail, c'est là que ce sera indiqué. Ensuite, il y a le métrique à res, ça permet d'avoir des garanties de superficie. Et il y a le cahier des conditions de la vente. Je vais vous le traduire de façon très simple, c'est le projet d'acte de vente. Le cahier des conditions de la vente, c'est comme le compromis de vente, comme la promesse de vente. C'est un document qu'on établit avant la vente et qui va devenir le titre de vente un petit peu plus tard dans la procédure. Donc, dans ce document, vous allez trouver des informations qui sont relatives à la procédure et vous allez également trouver toutes les informations qui sont relatives au bien que vous souhaitez acheter. Donc, la description, les conditions d'occupation, les servitudes éventuelles, les servitudes d'urbanisme s'il y en a et si le confrère fait bien le travail, le confrère qui fait la procédure fait bien le travail. Vous allez trouver normalement le dossier de diagnostic technique. On cherche, nous, à y adjoindre également l'état daté, enfin le pré-état daté, pour avoir un état de la copropriété quand on est sur des biens qui sont en copro. C'est là qu'il y a un premier point d'alerte, on va dire. Faites attention. C'est la première chose que je dois vous dire. Les ventes aux enchères sont des ventes sans recours. D'accord? C'est-à-dire que s'il y a un problème dans le cadre de la vente, c'est votre problème. Vous ne pourrez pas vous retourner contre le vendeur. Ça veut dire qu'à ce stade, si dans le dossier de vente, vous constatez ou vous détectez qu'il manque des documents, parce que c'est possible, vous devrez en faire votre affaire. On n'est pas dans une configuration classique avec un notaire où on peut se dire, bon, il manque des documents, j'interroge le notaire et on se retrouve un petit peu plus tard. Non, c'est une configuration dans laquelle on fait avec le dossier qu'on a sous les yeux et s'il manque des éléments, tant pis. D'accord? Alors maintenant, pour tout de suite vous faire peur, je vais vous faire le musée des horreurs, c'est-à-dire les pires que nous on a vus dans le cadre de nos dossiers. Une fois, on a eu un problème de raccordement en tout à l'égout. D'accord? L'acheteur a dû engager des travaux extrêmement coûteux pour viabiliser son bien. On a également, une fois, eu un problème avec l'huissier, plus spécifiquement la localisation du bien. C'est-à-dire que l'huissier, quand il s'est présenté sur place, il s'est trompé de bien parce que la description de l'adresse du bien était alambiquée dans les actes de la procédure, enfin dans les actes du notaire. Et donc, quand il est arrivé sur le palier, il y avait 2 appartements, il s'est trompé d'appartement et il a fait visiter à tout le monde le mauvais appartement. Et les gens ont cru qu'ils achetaient ce bien alors que c'était l'appartement sur le palier d'en face qui était acheté. D'accord? Donc, c'est rare hein, que les choses soient claires, mais il arrive dans le cadre des ventes aux enchères qu'il y ait des gros ratés du type j'ai cru acheter un bien et puis en fait non, ou du type il y a un problème de superficie parce qu'on a mesuré le mauvais bien, ou alors du type il y a des problèmes parce qu'en fait j'avais pas le dossier de diagnostic technique dans le dossier, ou alors l'état des servitudes était mal renseigné, ou alors il y avait... Bref, s'il y a un problème, c'est votre problème. D'accord? C'est le premier point. Je dis tout le temps à mes clients que quand on achète aux enchères, on peut faire des affaires, mais la contrepartie de cette rentabilité un petit peu accrue, c'est une prise de risque qui est également accrue. Okay, ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment que vous en ayez conscience. Si jamais vous avez ça à l'esprit, vous pouvez avancer dans de bonnes conditions sur ces opérations. Alors, je vois que Gérard a une question. Reproduisez votre question dans l'onglet questions, sinon je vais vite y perdre mes petits. D'accord? Mais je vous répondrai un petit peu plus tard. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les pièces de la vente, donc les pièces que je vous ai décrites, le procès-verbal descriptif, le certificat de mesurage, le cahier des conditions de la vente et tous les éléments annexes que nous, on peut en tant qu'avocat souhaiter porter à la connaissance des acheteurs, on les trouve parfois sur des plateformes Vench ou le site officiel du Conseil national des barreaux, mais pas toujours. D'accord? Il y a des avocats qui refusent de collaborer avec ces plateformes. Il y a des avocats qui n'ont pas de site internet sur lesquels ils mettent à disposition ces documents. Et il y a également des avocats qui refusent de les envoyer au public. Pourquoi? Parce que quand on participe à une vente judiciaire, on a l'obligation d'être représenté par un avocat. Et donc, il y a pas mal de confrères qui se disent « Moi, j'ai pas envie de me casser la tête à anonymiser tous mes documents. Je préfère les donner à l'avocat de l'acheteur. Charge à lui de se débrouiller pour les anonymiser et les donner à ses clients et à leur expliquer de quoi il s'agit et comment on construit ces dossiers, comment on se projette vers un achat. » D'accord? Donc, il est possible
que à ce stade déjà de votre démarche, vous ayez besoin d'être accompagné. C'est pas toujours le cas, mais parfois, se procurer les documents, c'est un petit peu compliqué. Ok? Ce qui est important de dire aussi, du coup, c'est, pardon, j'interromps, Je vous en prie. c'est pas parce que, du coup, par exemple, ici, dans ce cas de figure-là, on n'a que 3 documents, ça veut dire qu'il n'y en a pas d'autres. Exactement. Moi, si je me trompe, hein. Il faut, du coup, faire la démarche d'aller contacter directement l'avocat et lui demander toutes les pièces complémentaires qui peuvent vous intéresser. Oui, j'ajoute un autre point aussi, le dossier de diagnostic technique dans le cadre de ces procédures, il est établi très tôt. Et souvent, quand on arrive sur la vente, il y a certains diagnostics qui sont périmés parce qu'il y en a certains qui ont une durée de validité de 6 mois. Et donc, on les fait souvent mettre à jour au moment des visites. Ça fait que lors des visites, il y a souvent un diagnostiqueur qui se balade. Et donc, on met à jour le dossier généralement 3 à 4 jours avant la vente. Et c'est à ce moment-là que les gens peuvent avoir un dossier complet. C'est pour ça que quand quelqu'un me consulte sur les ventes judiciaires, je dis souvent, vous cassez pas la tête, allez de votre côté faire la visite, et quand vous avez fait la visite, vous prenez une décision, et là on se projette vers la vente. Ok. Est-ce que vous avez des questions à ce stade? N'hésitez pas à les mettre dans l'onglet questions. Je vais répondre à Gérard. Donc Gérard, pour vous répondre, bien occupé, bien pas dispo pour soi-même, sauf expropriation. Alors, il y a à peu près, dans votre question, tout est imprécis, donc je ne peux pas y répondre sans la reformuler, désolé. Expropriation, c'est pas le terme, ça serait éventuellement expulsion, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que ça dépend du type d'occupation. Si jamais vous êtes en présence d'un locataire, le bail vous sera opposable si vous en avez connaissance avant l'adjudication. C'est-à-dire que si jamais, quand vous faites la visite, il y a un locataire, que vous le savez, que vous avez éventuellement une copie du contrat de bail, le bail vous sera opposable. Ok? Ça, c'est la règle. En revanche, si jamais le bien est occupé par le débiteur ou par tout occupant de son chef, je vais revenir sur cette notion, le jugement d'adjudication vaudra titre d'expulsion à l'encontre de cette personne, et ce titre d'expulsion-là, sur cette expulsion-là, le débiteur ne pourra pas demander de délai. C'est une expulsion qui a des règles un petit peu dérogatoires, c'est la seule procédure d'expulsion dans le cadre de laquelle le débiteur ne peut pas demander de délai. Donc c'est le titre d'expulsion le plus puissant qui existe. Okay, je ne vous dis pas que ça vous permettra de le mettre dehors facilement, mais ça vous permettra de le mettre dehors. Il raccourcit du coup éventuellement les délais d'expulsion, si je me trompe, non, pas du tout. Il y a le trêve hivernal, il y a plein de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, après, les gens se font toujours une idée un petit peu erronée de l'expulsion. On regarde M6, on a l'impression que les gens n'arrivent pas à les mettre dehors. Mais la vérité, c'est que, en réalité, quand on n'arrive pas à les mettre dehors, c'est que le préfet a refusé le concours de la force publique pour faire les expulsions. Et dans ce cas-là, la préfecture doit indemniser le bailleur qui est lésé, donc, enfin le propriétaire lésé. Et on perçoit par cet intermédiaire un loyer. Donc, en réalité, il y a plein de solutions pour traiter les problématiques d'expulsion, et on n'est pas du tout dans un cul-de-sac, comme beaucoup de gens le pensent. Maintenant, là, je vais vous livrer une vérité qui est un petit peu plus crue que ce qu'on voit à la télé. Généralement, les expulsions, ça ne se passe pas. Je ne sais pas si c'est bien de ma part de dire ça, mais ça ne se passe pas avec un huissier. Généralement, les gens vont voir les gens qui doivent partir, les gens à les expulser, leur lâchent un billet de 1000 ou 2000 euros, et voilà. Ça s'arrange souvent comme ça, de la main à la main. Est-ce que ça peut être simplement fait avec un protocole d'accord qui on peut encadrer? Généralement, c'est de l'accord occulte. Voilà. J'ai beaucoup vu de situations se résoudre comme ça, où les gens se disent, je préfère lâcher un billet à la personne que je veux mettre dehors plutôt que lâcher 2000 euros à l'huissier, et ça va durer 8 à 10 mois. Et aujourd'hui, effectivement, il y a un rapport de force entre la personne qu'on veut expulser et la personne qui veut l'expulser, qui est configuré d'une façon telle que le coût d'expulsion est cher, c'est aléatoire, donc tant qu'à dépenser de l'argent, souvent, on voit des gens qui préfèrent employer ces moyens un petit peu illégaux, quoi. C'est la réalité aujourd'hui, c'est comme ça que ça se passe. Je ne sais pas si ça se passe dans toutes les métropoles, dans toutes les zones géographiques, dans tous les bassins économiques, mais en tout cas, nous, dans le sud de la France, on le voit beaucoup. Je digresse. Après, quand je vous disais qu'on peut mettre dehors le débiteur et tout occupant de son chef, les occupants de son chef, ça va être qui? Par exemple, votre débiteur, c'est une SCI, une société familiale. L'occupant, c'est le gérant de la SCI. Ben, lui, on peut le mettre dehors. Okay, donc,
Vous avez récupéré les renseignements relatifs à l'immeuble. Vous avez donc trouvé l'affiche d'un bien qui vous intéressait. Vous avez fait la visite. Vous avez fait la visite. Vous avez récupéré le procès-verbal descriptif dans lequel vous avez eu un reportage photo vous permettant de constater l'état du bien. Vous avez récupéré dans ce PVD l'état d'occupation, éventuellement une copie du bail. Vous avez récupéré une métrique ARES, c'est là-dedans que le maître est censé se trouver. Et à côté de ça, vous avez consulté le cahier des conditions de la vente, qui est le projet de titre de vente, sur lequel vous avez pu constater les caractéristiques du bien, l'adresse exacte, les références cadastrales, la superficie, les servitudes, tout ça. D'accord? Donc, vous êtes mon client. Ouais, Thierry, je sais bien que vous n'ayez jamais payé un occupant sans titre. Votre pratique est saine. C'est pas la pratique de tout le monde. Vous avez donc pris la décision d'acheter et vous avez atterri dans mon bureau. Donc, vous atterrissez dans le bureau de Maître Moreno, qu'est-ce que je vous dis? La première chose que je vous dis, je vous le répète parce que je vous l'ai déjà dit, c'est que, attention, les ventes aux enchères, c'est des ventes sans recours. Si vous achetez et qu'il y a un problème, c'est votre problème, donc prenez votre décision, réfléchissez-la, mûrissez-la, premièrement. Deuxièmement, je vous dis, on va regarder le type de vente dont il s'agit et vous allez revenir me voir avec un chèque de banque égal à 10% du montant de la mise à prix avec un montant plancher de 3 000 euros. D'accord? Le chèque de banque devra être libellé à l'ordre qui est indiqué sur la fiche. Ça, vous ne posez pas trop de questions, vous suivez les instructions de l'avocat et vous avancez comme ça. Ce chèque de banque, vous le remettez à l'avocat et alors, selon la juridiction dans laquelle on se trouve, Lyon, Marseille, Aix, etc., on en fera quelque chose de différent. Nous, à Marseille, on le garde dans la poche. À Lyon, ils vont l'encaisser. Peu importe. Ça ne vous concerne pas parce que vous, du moment où vous faites le chèque de banque, l'argent est tiré de votre compte. Donc, de toute façon, c'est de l'argent qui disparaît à titre provisoire. Et voilà. Une fois que vous avez remis ce chèque de banque, votre avocat, en l'occurrence moi, va également vous remettre une attestation de remise du chèque de banque. Donc, vous aurez un genre de récépissé. Et sur ce récépissé, il y aura indiqué qu'est-ce qui se passe si vous êtes adjudicataire et que vous n'arrivez pas à payer. C'est la sanction de la rémunération des enchères, on en parlera un petit peu plus tard. Premièrement. Deuxièmement, je vais également vous faire signer un document par lequel vous allez attester que vous n'êtes pas un marchand de sommeil. Parce que si vous êtes un marchand de sommeil, vous n'avez pas le droit de pousser aux enchères, sauf si c'est pour votre occupation personnelle, mais en tout cas, ça va poser problème. D'accord? Donc, j'espère qu'il n'y a pas de marchand de sommeil dans l'Assemblée. Logiquement, vous, si vous êtes un marchand de sommeil, vous n'êtes pas trop censé vous intéresser aux ventes aux enchères. Enfin, mais ça, ce n'est pas obligatoire. Moi, si c'est moi votre avocat, je vous ferai signer un pouvoir qui m'autorise à pousser les enchères jusqu'à un certain montant. D'accord? Il y a plein d'avocats qui ne le font pas. Vous vous mettez dans un coin de la salle, l'avocat se met d'un autre côté de la salle et on se fait des signes pour déterminer jusqu'à quel montant on a le droit de pousser les enchères. Moi, je trouve que cette façon de procéder, elle est un petit peu légère et je vous fais signer un pouvoir en bonne et due forme. Quand on en est là et quand on a cette discussion sur comment on prépare le dossier, les questions que vous allez vous poser, vous, en tant qu'investisseur, c'est primo, est-ce que j'ai les liquidités disponibles? Il faut que j'ai 10% du montant de la mise à prix sur le compte en banque pour pouvoir aller aux enchères parce qu'il faut que je donne ce chèque de banque à mon avocat. Chèque de banque ou caution bancaire irrévocable, premièrement. Et deuxièmement, la discussion qu'on va avoir, ça va être toujours la même. Les gens viennent me voir en me disant, maître, combien ça coûte? Ok? À ce stade du dossier, je suis capable de vous dire au centime près combien ça va vous coûter. Okay? Vous allez payer, quand vous allez être déclaré adjudicataire, 4 choses. Premièrement, vous allez payer le prix. Là, je ne vous étonne pas. Deuxièmement, vous allez payer les frais qui ont été exposés par le créancier pour parvenir à la vente. On parle de frais de procédure, de frais taxés. Le montant sera annoncé publiquement à l'audience, mais nous, en tant qu'avocats, on se le procure auprès du confrère pour prévenir nos clients avant que la vente n'ait lieu. Et donc, si vous me posez la question 2 ou 3 jours avant l'audience, je pourrais vous dire, cher monsieur, cher Alix, c'est 6 813,14 €. D'accord? Par exemple, je pourrais vous dire que les frais de procédure sont exactement à tel montant. Ça, c'est la deuxième chose que vous devrez payer. La troisième chose que vous devrez payer, c'est l'émolument proportionnel des avocats qui participent à la vente. Donc, l'émolument proportionnel, c'est quoi? C'est les frais de notaire. Nous, les avocats, dans le cadre de ces opérations, on est rémunérés exactement sur le même barème que les notaires.
La seule différence, c'est que chez les notaires, le notaire il prend 100%, alors que chez nous, il y a une répartition entre celui qui vend et qui achète. Celui qui vend, il récupère les 3/4 de cette rémunération, celui qui achète, il récupère 1/4. Et enfin, la quatrième chose que vous devrez payer, ce sont les droits de mutation. Comme il y a des règles de calcul mathématiques sur chacun des postes de dépenses, si vous me dites que vous voulez pousser les enchères jusqu'à 115 000 euros, je peux vous dire, à 115 000 euros, ça fera tant de frais. Et là-dessus, je peux reprendre l'écran, Alix? Ah ouais, alors j'arrête. Si je suis trop compliqué dans mes explications, ou si vous voulez des éclaircissements supplémentaires, vraiment, encore une fois, n'hésitez pas. C'est toujours un peu perturbant de parler, alors je ne dirais pas dans le vide parce que je sais que vous êtes là, mais en tout cas, je suis là parler. Donc nous, au cabinet, on utilise une calculette. Alors désolé, c'est un petit peu barbare et ça a l'air très très compliqué à avoir comme ça. Mais en tout cas, on utilise une calculette qui me permet de vous dire, ben voilà, si la mise à prix, elle est, admettons, je travaille sur un dossier avec une mise à prix à 990 000 euros, ça n'arrive pas tous les jours. Si la mise à prix, elle est, admettons, à 50 000 euros, que les frais de procédure sont de 6 500, qu'il y a, admettons, 4 lots pro, eh ben, je pourrais vous dire que vous allez devoir payer, excusez-moi, que vous allez acheter, pardon, à 50 000 euros, vous achetez un bien pour 50 000 euros, vous êtes déclaré adjudicataire à 50 000 euros, je peux vous dire que vous allez payer en tout 61 000 euros. D'accord? Donc, je suis capable de déterminer, si vous m'indiquez le prix jusqu'auquel vous êtes prêt à pousser les enchères, au centime près, combien vous allez payer. Pourquoi? Parce que je connais le montant des frais de procédure, qui est indiqué ici. Je connais votre plafond d'enchères, ça me permet de calculer les droits de mutation. Et je peux également calculer la rémunération des avocats, ce qu'on appelle les frais de notaire. Alors, ce calcul-là, moi, je le donne à mes clients de façon extrêmement habituelle. Hein. Mais je dis tout le temps la chose suivante. Si la mise à prix, si le montant jusqu'auquel vous êtes prêt à aller est inférieur à 100 000 euros, vous comptez 15% de frais. Si vous êtes au-dessus de 100 000 euros, vous comptez 10% de frais. Pourquoi est-ce qu'on a ce décalage entre 15 et 10%? C'est qu'en fait, dans toutes les sommes que vous allez payer, il y en a deux, les droits de mutation et l'émolument, qui sont calculés de façon proportionnelle et qui sont soumises à des barèmes dégressifs. Donc proportionnellement, au plus vous achetez cher, au plus ces sommes seront proportionnellement faibles. Donc on a cette espèce de mécanisme dégressif qui fait que en dessous de 100 000, on sera autour de 15%, au-dessus de 100 000, on sera autour de 10% de frais. D'accord? C'est une vérité un petit peu universelle. Vous ne posez pas trop de questions, sauf si vous êtes en région parisienne. Pourquoi? Parce que dans les frais de procédure qui seront engagés par l'avocat qui réalise la saisie, le poste de dépense le plus cher, c'est l'affichage légal. En province, on a un ticket moyen à 2 500 euros. En région parisienne, on a un ticket moyen autour de 7 000 euros. Donc l'enveloppe de base est beaucoup plus forte à Paris. On aura des frais moyens en province de 6 500 euros, 6 000, 6 500. On aura des frais moyens en région parisienne autour de 10 à 12 000 euros. D'accord? On n'y est pour rien. Tous les barèmes nous sont imposés. On ne contrôle absolument pas ça. D'accord? Donc, au contraire, en tant qu'avocat, on a plutôt tendance à travailler à l'économie parce que ces frais sont avancés par notre client. C'est vous qui les payez à la sortie, mais ils sont avancés par nos clients. Donc, voilà. Alors, au bout de combien de temps on peut avoir ce montant exact parce que toute la partie... En fait, le montant exact, on peut le calculer quand l'avocat qui réalise la procédure a bouclé ses frais. Donc, quand il connaît, lui, le montant de toutes ses dépenses et que ça lui permet de déterminer le montant dont il va aller demander le paiement à l'adjudicataire, ben nous, là, on peut être informé. Généralement, lui, il arrête ses décomptes 3 jours avant la vente. Oui, donc c'est assez tard. C'est très tard. Par contre, le montant approximatif, on le connaît dès le début, en fait. C'est-à-dire que moi, si vous venez me voir et que je vois le dossier, je peux vous dire à peu près tout de suite quel est le montant des frais. Pourquoi? Parce que, en fait, la vente initiale sera comme quasiment toutes les dépenses sont soumises à des barèmes, je peux à peu près tout le temps vous dire quel sera le montant des frais. Si jamais on est sur une vente d'appartement, un truc de 90 mètres carrés,
en région hors Paris, je sais que le montant des frais d'huissier sera de temps, que le montant du dossier diagnostic technique sera de temps, parce que là aussi, il y a des pratiques tarifaires. Et je sais également que les frais d'affichage seront de temps. Et je pourrais vous dire que ce sera toujours à peu près 6 000 euros. Si jamais vous êtes sur un hangar de 4 000 m², les frais de diagnostic seront plus chers, les frais d'huissier aussi, et ça va faire monter les plafonds. D'accord ? Mais grosso modo, en fonction de la configuration du bien et du type de vente, je pourrais toujours vous dire à l'avance quel est le montant des frais à la louche. D'accord ? C'est pour ça que dans le petit tableau que je vous ai montré, donc là que j'ai enlevé, l'hypothèse de calcul est la 6005, c'est ce qui correspond le plus souvent à la réalité en province. Ok ? Est-ce qu'il y a des questions à ce stade ? Oui, 4. Alors, on a des questions, mais pas forcément en rapport avec la partie. Alors, c'est pas grave, je vais répondre à tout, c'est fait. Alain Bonneau. Nous ne sommes pas non plus protégés s'il y a une erreur au niveau du cadastre. Vous n'êtes pas protégé dans le sens où vous achetez en l'état et tant pis pour vous, mais il ne peut pas y avoir d'erreur relative au cadastre. C'est impossible. Pour une raison super simple, c'est que tous les actes de la saisie immobilière, quasiment tous, ont déjà été publiés au fichier immobilier avant que la vente n'ait lieu. Et si ces actes ont pu être publiés au fichier immobilier, c'est que les références cadastrales indiquées à l'intérieur sont justes. D'accord ? Si par extraordinaire, le juge se plantait au moment d'écrire le jugement d'adjudication, on aurait encore des solutions pour corriger ça. Donc, ça fait partie des choses qui sont quasiment impossibles. On ne peut quasiment pas avoir d'erreur cadastrale. Et si ça se produit, c'est rattrapable de façon très simple. Un petit peu de technique d'avocat, mais c'est rattrapable. Je vous passe les détails. C'est des requêtes, articles, bref, code de procédure civile, des requêtes intérieures matérielles. Je vous passe les détails. C'est pas intéressant pour vous. Premièrement. Deuxièmement, Virginie Testa. Ayant un compte en ligne et le délai entre la visite et la vente est court, est-ce qu'on peut faire un virement plutôt qu'un chèque de banque ? Non. Il faut soit une caution bancaire irrévocable, soit un chèque de banque. Et on a de la jurisprudence qui nous dit que remettre les fonds sur le compte CARPA de l'avocat, le compte CARPA, c'est l'équivalent de la Caisse des dépôts et consignations. Donc moi, si je sors une attestation CARPA disant que j'ai 15 000 euros sur le compte, ils sont là. Et ben, même ça n'a aucune valeur devant une adjudication. D'accord ? Chèque de banque ou caution bancaire irrévocable. Un point, un trait. Et de votre côté, c'est à vous de vous organiser pour que ce soit faisable. C'est tout. Voilà. J'attire d'ailleurs votre attention sur le fait que devant certaines juridictions, notamment à Lyon, le chèque de banque doit être encaissé auprès de la CARPA du barreau de Lyon avant la vente. Et c'est la CARPA de Lyon qui va vous donner une attestation d'encaissement du chèque de banque. Et c'est avec ça que vous devez aller à l'audience. Donc, vous devez anticiper et vous n'avez pas de choix. Ça, c'est le premier point. Devant d'autres juridictions, les choses sont plus souples. À Marseille, on vient avec le chèque dans la poche. À Paris, on remet le chèque à un représentant de l'ordre des avocats du barreau de Paris qui se tient dans la salle. Oui, je ne connais pas toutes les pratiques de France, mais en tout cas, voilà. Il faut voir. Ça varie vraiment de tribunaux en tribunaux. Ouais. Alors moi, je connais les pratiques de beaucoup de tribunaux parce que je donne des formations. Ma formation sur les ventes judiciaires, j'ai dû la dispenser plus de 400. J'ai dû former plus de 400 confrères. Donc, j'ai fait un peu un tour de France. Les 3 grandes pratiques, c'est soit on le remet à l'avocat et l'avocat l'a dans la poche le jour J, soit il est remis à un représentant de l'ordre à l'audience. Ça se passait un temps comme ça à Aix, ça se passe comme ça à Paris. Soit il est en avant l'audience. C'est les 3 typologies. Jean-Claude Molina, est-ce que je représentais plusieurs acheteurs à une même vente ? Non, c'est strictement interdit. Et ça, c'est l'article 12.1 12.2 du règlement international de la profession d'avocat, c'est une interdiction déontologique. D'accord ? Conflit d'intérêt un petit peu. Je ne vous cache pas que certains avocats ne se gênent pas pour faire les enchères au cabinet. Si j'ai 4 personnes qui m'appellent le même jour, l'une qui me dit, cher maître, je vous donne un mandat pour ce bien, je vous donne un mandat à 200 000. Une heure après, j'en ai un et je lui dis oui. Une heure après, j'en ai un qui me dit, moi, je vais à 250 sur le même bien. Ben, je sais que si je représente le premier client, à l'audience, j'y vais avant. Voilà. Et il y a quelque chose d'un peu malhonnête vis-à-vis de ce client, d'y aller, de lui prendre de l'argent, de lui prendre un honoraire, alors je sais que j'y vais avant. Néanmoins, ma pratique personnelle, si j'ai dit oui, j'ai dit oui. D'accord ? Et quand quelqu'un m'appelle, quand une deuxième personne me téléphone, si elle me dit qu'elle est là pour ce bien-là, je coupe la conversation. Maintenant, il y a des avocats qui font les enchères au cabinet.
Si jamais la première personne me dit je viens pas à l'audience, je vous fais la vente à distance. Elle ne se rendra jamais compte que je l'ai floué. Maintenant, les pratiques des confrères sont quand même globalement saines. Si vous tombez sur quelqu'un avec qui il ne faut pas travailler, il y aura un problème une fois et après vous changez d'avocat. Quentin DSCovench estime les 3 frais d'adjudication. Si oui, quelle est leur fiabilité, leur degré de précision? Je ne sais pas, parce que moi j'utilise mes propres outils. Mais en tout cas, les formules mathématiques sont publiques. Il ne devrait pas y avoir de problème. D'accord? Alors, pour répondre, oui, elles sont justes. La seule chose du coup qu'on n'aura pas sur Vench, ce seront les frais préalables qui sont connus du coup très peu de temps avant la vente. Donc ça c'est communiqué par l'avocat, donc ce sera au cas par cas. Il faudra le rajouter directement. Oui, il y a un dernier point, excusez-moi Nick, je vous ai coupé la parole, c'est que les frais aussi sont variables en ce qui concerne les droits de mutation, selon si vous êtes un marchand bien ou pas. Aussi. Du coup, on a la possibilité, avec la calculatrice, de varier suivant si on est marchand bien ou pas. Nous, dans notre calculette cabinet, on a la variable. Donc ça, après, c'est votre avocat qui vous représente, qui est censé vous renseigner de façon utile sur le coût, en sachant que tous les avocats ne sont pas hyper bien outillés, mais là, c'est pareil, c'est vous qui choisissez votre avocat, vous vous débrouillez avec votre avocat. Après, si vous voulez aller sur Bench pour utiliser la calculette, si vous voulez une calculette qui calcule tout, on a également la nôtre qui est à disposition. Voilà. Je crois que notre calculette, elle est dispo sur notre site internet. Je crois que c'était au dernier webinaire, j'avais mis en ligne, je ne me rappelle pas. Bon, en tout cas. Le lien si vous voulez. Oui, volontiers. D'ailleurs, je vais également mettre un lien vers l'article qu'on a publié sur les ventes judiciaires. Pourquoi je vous le mets? Parce qu'en fait, à ma connaissance, c'est peut-être le contenu le plus complet sur Internet que vous trouverez en matière de vente judiciaire. Je ne pense pas qu'il y ait plus précis que ce truc qu'on a fait. Donc, si vous voulez vous documenter de façon utile, allez là. Et je vous mets également à disposition, alors ça a beaucoup de valeur, notre support de cours sur la saisie immobilière, sur les ventes judiciaires. C'est une formation qu'on vend à des professionnels du droit. Ce n'est pas un document accessible, mais c'est le document le plus complet auquel vous pourrez accéder. Il n'y a pas mieux. C'est une formation qu'on vend plusieurs centaines d'euros à des avocats en temps normal. Et là, je la mets à votre disposition gracieusement. En tout cas, vous avez pris la décision d'acheter et avec votre avocat, vous avez calculé combien ça allait vous coûter. Donc, vous avez pu faire votre calcul de rentabilité, déterminer votre plafond, et maintenant, on y va. Donc, on va à l'audience d'adjudication avec l'avocat. Comment ça se déroule une audience? Je serais curieux de voir combien d'entre vous ont déjà participé à une audience d'adjudication. Si c'est déjà le cas, mettez-moi un petit mot dans le chat. Le chrono, alors déjà au début de l'audience, c'est parfois un peu la cohue. Souvent, il y a beaucoup de juges qui prennent, avant que les enchères commencent, qui prennent ce qu'on appelle les incidents. Des fois, il y a des ventes qui n'ont pas lieu, parce qu'il y a un conflit dans le dossier, il y a un appel en cours, une complication quelconque. Des fois, la vente n'a pas lieu. Donc, selon là où vous vous trouvez, selon l'organisation des audiences, il se peut qu'avant que ça démarre, il y a un petit retard à l'allumage. Après, les enchères vont commencer. Là, je vois qu'il y en a qui sont habitués. Je ne vais certainement rien vous apprendre. Quand l'enchère va commencer, on va avoir un chrono de 90 secondes qui va se mettre en route. En fait, l'avocat qui réalise la procédure va requérir la vente. Donc, j'ai l'honneur de requérir la vente enchère publique d'un bien, machin. Je vais décrire le bien. Le juge va reprendre la formule, annoncer la vente. Le chrono de 90 secondes va commencer. Et là, à chaque fois que quelqu'un pousse les enchères, le chrono sera remis à zéro et ça peut durer comme ça très longtemps. Ça m'est déjà arrivé de participer à une vente interminable qui a duré plus d'une heure parce qu'on est parti, je crois, de 90 000 euros et le bien a été vendu à plus d'1,4 million et ça a poussé par tranche de 1 000 euros. Et on a fait toutes les marches. Toutes les marches. Il y a personne qui a mis 2 000 euros sur la table. On a fait toutes les marches de 90 jusqu'à 1,2 million, c'était l'enfer. Donc ça peut durer extrêmement longtemps. Comment moi je fonctionne, pour vous donner un exemple? Moi, ce que je fais généralement, c'est que dans le pouvoir que je tiens avec mon client, je lui fais renseigner son numéro de portable. Comme ça, j'ai une preuve de son numéro et on échange sur le déroulement de l'audience par écrit. Comme ça, on n'est pas à côté en train de se parler, de faire du brouhaha parce qu'on peut se faire reprendre par le juge.
On échange par écrit, donc de façon confidentielle, sur ce qu'on a l'intention de faire. Est-ce qu'on rajoute 1000, est-ce qu'on attend, et comme ça on avance. Ok. Si jamais la vente a lieu sur licitation partage ou sur liquidation judiciaire, il se peut que que la mise à prix soit très élevée, à peu près égale à la valeur marchande du bien. Admettons, si le bien vaut 200, la mise à prix sera à 200, mais qu'il soit prévu une faculté de baisse. Quand il y a une faculté de baisse, lorsque le chrono 90 secondes tombe à zéro, la faculté de baisse est exercée dans les proportions de la faculté de baisse. Donc, si une faculté de baisse du quart, de la moitié, des trois quarts, la mise à prix à 200 va baisser de un quart, va tomber à 150, puis à 100, puis à 50. Et quand on arrive au plancher le plus bas, là, s'il y a une carence d'enchère, la vente n'a pas lieu. Mais si jamais vous souhaitez, admettons, avoir une chance d'acheter le bien à 75 000 euros, il faudra attendre l'exercice des facultés de baisse successives. Je vais y arriver, d'accord. Je ne rentre pas dans le détail des différences entre les ventes sur liquidation, licitation et saisie immobilière parce qu'on en a déjà parlé pendant très longtemps lors du dernier webinaire et on a fait une vidéo. Et si je digresse là-dedans, on ne va jamais s'en sortir, d'accord. Donc j'enverrai le lien. Le dernier webinaire était hyper technique, c'est pas possible d'en parler aujourd'hui. En tout cas, les enchères se font. Vous êtes déclaré adjudicataire. Félicitations. Maintenant, on va rentrer dans des règles un petit peu plus compliquées. Vous êtes déclaré adjudicataire. Votre avocat doit aller donner votre identité au greffe. Et il va également donner à ce moment-là la déclaration de non-condamnation pénale. La déclaration d'identité au greffe, là, il y a des pratiques également différentes de juridiction en juridiction. À Marseille, ça se fait à huis clos. Je vais prendre un formulaire sur le bureau du juge, sur l'estrade, je le remplis, je le donne au juge. La raison pour laquelle nous on fonctionne comme ça, c'est qu'à Marseille, on a des problèmes de criminalité, que l'immobilier sert beaucoup à blanchir de l'argent. Et que par conséquent, les juges souhaitent que l'identité des acheteurs soit un petit peu confidentielle. D'accord ? Donc, on a cette particularité. Devant d'autres juridictions, comme par exemple la Grâce, l'identité de l'acheteur est déclamée publiquement. Okay ? Donc, trois petits points. À nouveau, il y a une considération de pratique locale à voir selon comment ça se passe chez vous. Dans tous les cas, c'est dans la déclaration d'adjudicataire que votre avocat devra indiquer, 1, si vous êtes un marchand de biens, 2, si vous êtes un... Excusez-moi, je perds le fil parce que je lis ce qui se passe dans le chat. Je vous remettrai le WeTransfer à la fin. 2, si vous achetez en indivision. Si vous achetez à plusieurs, c'est dans ce document qu'il faudra indiquer les quotités, 70, 30, etc. Si vous achetez pour une société en cours de formation, c'est également là qu'il faudra l'indiquer. C'est légal, c'est possible, mais c'est là qu'il faut l'indiquer, donc il ne faut pas se planter. Okay ? Si jamais votre déclaration, les informations sont incomplètes, c'est facile de corriger. On fait une déclaration complémentaire dans les 3 jours qui suivent. Si jamais on met des informations erronées, parfois c'est irrattrapable. Parfois ça l'est par des biais de procédure qui sont coûteux à déployer. Moi, si jamais vous me donnez des informations fausses et que je dois les corriger en déposant une requête sur le fondement de l'article 36, 34, 6e du décret de 55, je vais vous facturer. D'accord ? Parce que c'est du boulot, vous êtes planté, c'est pas à moi d'en supporter les conséquences. Ok ? Donc, c'est un moment crucial qu'il faut préparer en amont, en ayant des informations très précises et en sachant exactement ce qu'on fait sur les quotités. Si vous achetez avec votre épouse et que vous êtes sous le régime de la séparation, il faut indiquer les quotes part et ainsi de suite. Ok ? Tout se passe bien. Vous êtes déclaré adjudicataire, votre avocat remet un dossier qui est complet au greffe. Avant même que vous soyez sorti de l'audience, je vais venir vous voir et je vais vous dire, assurez le bien. La translation de propriété est immédiate. D'accord ? Dès que le juge met son petit coup de marteau, vous êtes propriétaire. S'il y a un incendie, c'est pour votre poire. Donc, il n'y a pas besoin d'attendre la surenchère, par exemple, le délai de surenchère de 10 jours. Non, vous assurez tout de suite. Si jamais il y a une surenchère, le bien demeure sous la garde, non pas de l'adjudicataire, mais du débiteur. Donc, vous êtes propriétaire, mais pas gardien. C'est un petit peu atypique, mais c'est comme ça. Mais par contre, vous êtes propriétaire, donc vous assurez. Okay ?
Souvent, le débiteur, il continue à assurer le bien encore pendant un certain temps, parce que, bon, voilà. Mais en tout cas, vous assurez le bien. Moi, en sortant de l'audience, même avant l'audience, souvent, je fais un mail de décharge de responsabilité en disant, vous assurez le bien, je vous aurais prévenu. Voilà. En tant qu'avocat, c'est quelque chose d'hyper grave. Si jamais, par exemple, vous êtes adjudicataire, qu'il y a une surenchère, et que du coup le bien est remis en vente, qu'il y a une visite et qu'il y a une nouvelle vente, si entre ces deux événements il y a un incendie et que c'était vous le propriétaire et que vous n'avez pas fait assurer le bien, ça va mal se terminer pour vous. D'accord? Pourquoi je vous le dis? Parce que c'est déjà arrivé. On l'a déjà vu et je peux vous assurer que c'était pas marrant. C'était marrant pour personne. Donc là, c'est un gros avertissement. Alors, il y a des petites questions. Avant d'embrayer sur la suite, je vais y répondre. En cas de baisse d'enchère, est-ce le premier qui enchérit l'emporte l'adjudication? Non, c'est le dernier qui est en enchère qui a le dernier mot. Quand on a une faculté de baisse, on remet le bien en vente sur la mise à prix qu'on modifie de façon graduelle. Et en fait, quand les gens commencent à pousser les enchères, ben là on monte. Voilà. Et on monte, on se pose plus de questions de baisser les enchères, là on fait que monter. Et c'est celui qui a le dernier mot, avec à nouveau le chrono 90 secondes, qui a le dernier mot. D'accord? En cas de vente annulée ou trop basse, que deviennent vos honoraires et frais? En cas de vente annulée ou trop basse, nous, on est censé être payé, Quentin. En fait, ça dépend de la configuration du dossier. Si jamais la vente a lieu sur saisie immobilière, c'est le créancier poursuivant qui est déclaré adjudicataire. Donc, si je suis une banque, que je fais une saisie immobilière, qui a une carence d'enchère, ben, le bien rentre dans mon patrimoine. Et je suis censé, moi, payer l'avocat comme si c'était moi l'acheteur. Je deviens à la fois créancier poursuivant et adjudicataire, j'ai les deux casquettes. Je ne sais pas comment indiquer que j'ai terminé de répondre. Voilà, Quentin, voilà, hop, je vous ai répondu. Ah ouais, je vais peut-être les enlever au fur et à mesure. Jean-Claude, je vous ai répondu. Ouais, c'est bon, je sais pas comment faire. Jean-Marc, l'attestation sur l'honneur est-elle obligatoire pour un bien autre qu'un bien habitable tel que magasin, atelier? De même, cette attestation est-elle obligatoire pour une déclaration de surenchère? Alors, exactement quand est-ce qu'elle est obligatoire, je ne vais pas vous répondre. C'est un texte un peu compliqué. Il y a plein de petits tiroirs. Ça dépend du type de société. Dans certaines configurations, ça dépend déjà si on est un particulier ou une société. Quand on est une société, ça dépend du type de société. Et dans tous les cas, ça dépend du type d'utilisation qu'on va faire du bien. Donc, je ne peux pas rentrer dans ce détail. Je peux mettre à votre disposition, si vous le souhaitez, je n'avais pas prévu beaucoup, un modèle d'attestation qui a un texte à trous et grosso modo, selon la case que vous cochez, vous savez d'emblée si vous pouvez acheter ou pas. Désolé, je vous fais une réponse un peu imprécise, mais je sais que vous répondre, ça me prendrait trop de temps. Si vous voulez me passer un coup de fil, après, je vous répondrai avec plaisir. Quentin, quelle pratique au tribunal de Grenoble? Je ne sais pas. Je ne connais pas toutes les pratiques par cœur. En fait, on a déjà dû me le dire, mais je ne me rappelle pas. Parce que j'ai eu des Grenoblois dans mes stagiaires. De toute façon, ça n'a pas trop d'importance. Moi, mes pratiques, je les connais. D'accord? Je connais à peu près les pratiques de tout le monde. Par contre, il suffit que le juge change de main pour que les pratiques puissent changer. Ça veut dire que moi, les informations que j'ai eues sur Grenoble il y a peut-être 6 mois sont peut-être obsolètes aujourd'hui. Et c'est pour ça que quand on fait une vente aux enchères, on doit obligatoirement faire appel à un avocat, dans votre cas, du barreau de Grenoble. Donc, moi, je ne suis pas là pour remplacer les confrères sur les pratiques locales. C'est pas vrai. Je vous ai déjà répondu. Testage, je vous ai déjà répondu. Excusez-moi, je fais un peu de ménage, j'ai oublié de noter les réponses comme étant traitées. Hop, question. Faut-il assurer en PNO? Vous devez assurer propriétaire, vous devez assurer le bien. Après, ce que vous en faites, selon le type d'utilisation que vous voulez en faire, vous faites l'assurance qui va bien. Je ne sais pas si je suis précis dans ma réponse. Peut-on faire un prêt pour acheter aux enchères? Sinon, l'obtention du prêt, comment cela se passe? Là, je vais vous répondre de façon précise. Votre question, elle tombe à point pour faire la liaison avec la suite. Alors, quand vous avez été déclaré adjudicataire, donc je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous devez payer 4 choses. Le prix, les frais, les émoluments et les droits de mutation. Quand l'enchère a lieu, la translation de propriété est immédiate. Néanmoins, le titre de vente va mettre du temps à vous être remis.
Dans l'intervalle, vous n'aurez aucun moyen de prouver que vous êtes adjudicataire, que vous êtes propriétaire d'un bien. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que tant que vous n'avez pas payé le prix et les frais, vous n'avez pas le droit de disposer du bien, et vous n'avez pas le droit de le transformer, vous n'avez pas le droit d'y toucher en fait. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas non plus, en théorie, prendre une hypothèque sur ce bien, parce qu'il va vous manquer deux choses, un titre de propriété pour prouver à la banque que vous êtes propriétaire, parce que le crédit immobilier, c'est un crédit affecté à une acquisition immobilière, donc s'il n'y a pas de bien, il n'y a pas de prêt. Donc il faut bien un élément de preuve. Et deuxièmement, il faut que ce bien soit disponible pour une hypothèque. Sinon, la banque, elle ne va pas y aller. D'accord? Ça veut dire que votre avocat peut vous donner une attestation comme quoi vous êtes acheteur. Moi, je le fais de façon très habituelle. Ça ne pose pas de problème aux banques. Par contre, il faut que votre banquier soit un petit peu futé. Enfin, qu'il ait un cerveau, en tout cas. Premièrement. Et deuxièmement, il y a une règle dérogatoire qui vous autorise à publier une hypothèque sur le bien avant même d'avoir payé, à condition que cette hypothèque soit associée à un prêt qui sert à acheter ce bien. D'accord? Donc, vous pouvez financer avec de la banque. Par contre, sachez que si vous mettez plus de 2 mois à payer, vous aurez des intérêts de retard. Et donc, votre dossier, vous devez le préparer en amont. OK? Faut quand même bien expliquer, je pense aussi aux banques au préalable parce qu'elles ne sont pas forcément habituées. Hein, donc, Oui. Alors nous, on fait des notices pour les banques. Au cabinet, chez Solon Avocat, on a une banque au milieu. Si le banquier, on voit qu'il est largué, c'est pas toujours le cas, parce qu'on a des clients qui sont professionnels, des marchands de biens, qui savent parler à leur banquier, ils ont tout le temps le même, ils ont l'habitude, ils font des opérations courantes. Mais si on voit que le banquier est largué, on intervient. On fait des mails, on passe des coups de fil, on explique ce qui se passe, on explique, quoi. Je crois que j'ai répondu. Ouais. Alors, oui, du coup, et la deuxième partie de votre question, c'est qu'est-ce qui se passe si vous n'avez pas le prêt? Vous êtes dans une panade pas possible. Parce que le défaut de paiement en matière de saisie immobilière, de vente judiciaire, est sanctionné de façon extrêmement sévère. Vous allez y laisser des plumes, je vais y revenir un petit peu plus tard. D'accord? Donc, j'avance un petit peu. Vous avez été déclaré adjudicataire, vous êtes propriétaire du bien, vous avez fait assurer. Tout va bien, on est clean, d'accord? Maintenant, si c'est moi votre avocat, je vais vous dire, cher monsieur, cher Alix, ne payez pas tout de suite. Attendez un petit peu, d'accord? Attendez la fin du délai de surenchère de 10 jours, parce que si la vente avait lieu de façon classique, il y a toujours ce délai de surenchère de 10 jours qui fait que on n'est pas totalement sûr de rester propriétaire du bien, peut-être qu'il va repartir de vente, d'accord? Donc bon, ça on ne peut pas l'éviter, autant attendre, autant se mettre en stand-by, premièrement. Deuxièmement, selon la zone géographique dans laquelle vous vous trouvez, notamment zone urbaine, il y aura quasiment tout le temps un délai de préemption de 30 jours. Alors, les préemptions, c'est super rare. Donc moi, souvent, j'ai des clients à qui je dis c'est bon, payer sans attendre. Okay, mais dans certaines zones, on sait que les mairies préemptent. Moi, à Marseille, dans certains quartiers, si j'y vais, je dirais à mon client, attendez un petit peu avant de payer, on purge le délai de préemption, parce que ici, on sait qu'ils peuvent y aller. D'accord? Là, à nouveau, il y a une connaissance locale, il faut que votre avocat soit un petit peu du métier, de la partie, et il faut éventuellement que vous renseigniez de façon efficace. Les clients marchands de biens, par exemple, ils savent ce genre de choses. Okay, c'est un petit peu ça qui fait leur force sur ce genre d'opération. Donc, vous passez ce délai de 10 jours, éventuellement, vous attendez 30 jours en tout. Et une fois que tout ça est fait, vous devez également avoir en tête que vous avez 2 mois pour payer. D'accord? Donc, moi, en tant qu'avocat, je vais vous dire, attendez au moins 10 jours pour payer, mais ne mettez pas plus de 2 mois. Parce que si vous mettez plus de 2 mois, vous allez devoir payer des intérêts de retard. Et ces intérêts de retard, ils ne seront pas calculés au bout de 2 mois, ils seront calculés à partir du jour de l'audience. Donc, au bout de 2 mois plus 1 jour, du jour au lendemain, vous devez 2 mois d'intérêt de retard. Si le prix d'adjudication est un petit peu élevé, ça peut faire un petit peu mal. D'accord? Les banques peuvent suivre, du coup, j'imagine, en termes de réactivité, dans ces cas-là. Moi, je dis tout le temps à mes clients, si jamais il y a de la banque au milieu, vous préparez à l'avance. Maintenant, dans notre bassin géographique, à Marseille, il n'y a pas tout le temps on ne voit pas énormément de prêts en matière d'adjudication, parce que nous, au cabinet, on travaille beaucoup avec des marchands de biens. Et avec les particuliers, il y a une grande proportion de raisons religieuses qui font qu'il n'y a pas de crédit. D'accord? Voilà, donc vous avez ce délai pour payer, vous payez,
Et là, vous allez donc payer tout ce que je vous indiquais tout à l'heure. Vous allez payer le prix que vous allez consigner entre les mains du séquestre désigné dans le cahier. Ce sera la CARPA, le bâtonnier, le mandataire judiciaire, selon la configuration du dossier. Vous allez payer l'émolument des avocats en les payant directement. Moi, je vous enverrai une facture. L'avocat qui a fait la vente également. On va également vous donner l'état de frais, donc la liste des frais qui ont été engagés pour la procédure avec le tampon du juge en pied de page. Sur la foi de ce document, vous devrez payer les frais de procédure sur un compte spécial ouvert pour ça. D'accord, on vous donnera le RIB. Et quand le greffe va éditer le jugement d'adjudication, ils vont l'envoyer aux impôts pour enregistrement. Les impôts vont récupérer l'adresse mail de votre avocat, lui envoyer un email pour lui demander de payer les droits de mutation. Vous allez avoir dessus du coup le montant, le RIB, et il faudra payer. Okay, et là, vous avez un délai de paiement de 1 mois. Généralement, le mail, vous le recevez au bout de 20 jours. Le courrier date du 1er. Le mail, on le reçoit le 20. Il vous reste des jours pour payer. Donc moi, ce que je fais tout le temps, c'est que je dis à mes clients, attention, préparez-vous. Vous n'aurez pas beaucoup de temps pour payer les droits de mutation sans pénalité. Et je leur donne le montant à l'avance. Une fois que vous avez tout payé, et notamment les frais, l'avocat qui réalise la saisie va établir une quittance qui va permettre de prouver qu'est-ce qui a été payé et qu'est-ce qui n'a été pas payé. Pardon, ces documents, on va les donner au greffier. Le greffier va les utiliser pour éditer le titre de vente. Le titre de vente sera remis à votre avocat. Et là, vous aurez un dilemme. D'accord? On ne vous remettra jamais le jugement d'adjudication. Le jugement d'adjudication, il sera annexé au titre de vente. Or, le titre de vente, j'en ai besoin pour le publier à la publicité foncière. J'ai besoin de l'original. Si vous voulez faire une expulsion, vous aurez besoin d'extraire du titre de vente le jugement d'adjudication pour le donner à votre huissier. Mais si jamais mon titre de vente est incomplet, je ne peux plus le publier. Et si jamais vous ne faites pas cette manœuvre qui m'empêche de publier, l'huissier ne pourra pas expulser. D'accord? Et il y a une situation où se bat avec les greffiers et les juges pour avoir les jugements d'adjudication pour faire nos expulsions, mais on n'est pas entendu et ça fait des années que ça dure. D'accord? Donc on a parfois un arbitrage à faire entre publier pour être officiellement propriétaire de façon très rapide ou expulser et chercher à sortir l'occupant indélicat le plus vite possible pour publier après. Il n'y a pas de bonne solution pour ça. Okay. À partir du moment où on le sait, on peut attendre dans tous les cas. Je veux dire, si on sait qu'il y a un occupant. Parfois, c'est compliqué. Hein. Moi, parce que le créancier poursuivant, celui qui fait la procédure, il a besoin que le titre soit publié le plus vite possible pour sa procédure à lui. D'accord? Donc, parfois, je donne mon titre à l'huissier pour qu'il expulse et à côté, je me fais crier dessus par l'avocat qui a fait la saisie parce que lui, il me dit dépêche-toi, j'ai besoin d'avancer. D'accord? Il n'y a pas de solution. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Et là, c'est le musée des horreurs si jamais vous payez en retard. Si vous payez en retard, vous payez des intérêts de retard. J'ai déjà vu plus de 60 000 € d'intérêts de retard dans des dossiers. Hein. Sur des biens achetés à plusieurs millions, les intérêts de retard peuvent faire très très mal, premièrement. Deuxièmement, si vous avez un pépin et que vous n'arrivez pas à payer, vous allez être puni. On va engager une procédure de réitération des enchères qui va aboutir à une nouvelle vente. Dans ce cadre-là, on vous condamnera à payer les frais de procédure de la vente que vous avez fait capoter, donc les 6 500 €. On vous fera payer les intérêts de retard entre la première et la deuxième vente. Ces intérêts de retard, au bout de 4 mois, ils sont majorés de 5 points. Si le débiteur a la saisie est un particulier, c'est à lui que vous devez de l'argent en réalité. Le taux légal est d'environ 5%. 5,5. Je ne sais plus le montant exact. Ça fera des intérêts à plus de 10%. D'accord? Si vous prenez 1 an d'intérêt à 10% sur 400 000 €, ça va faire mal. Ok? C'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que toutes les sommes que vous avez déjà données sont perdues. Votre chèque de banque, c'est fini. Vous ne le revoyez pas. D'accord? Mais plus que ça, si vous avez fait un paiement fractionné, toutes les sommes déjà payées sont perdues. Une fois, j'ai eu un dossier où le type avait payé 510 000 €. Il manquait 7 000 €. D'accord? Il avait payé 510 sur 517. On est parti en réitération. Alors lui, il a eu de la chance, mais il est passé à ça, de perdre ses 510. Il ne pouvait pas les récupérer. La sanction, c'est que ce qu'on a déjà payé, on ne le récupère pas. D'accord? Et le dernier point, c'est que si la deuxième fois, le bien se vend moins cher, on n'a pas le droit de récupérer la différence. Si la première fois, ça se vend 500 et la deuxième fois 300, vous êtes condamné à payer la différence. Donc, en matière de vente aux enchères,
Si on n'est pas sûr et certain de pouvoir tout payer, on n'y va pas. Ok? On n'y va pas. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir une cliente qui, à l'audience, a perdu les pédales, s'est crue au casino. Elle m'avait annoncé un budget de 35 000. À 65 000, elle pousse encore les enchères. Je suis allé la voir, je lui ai dit, Madame, j'arrête. Je ne vous représente plus. J'ai pas envie de vous mettre par terre. Vous n'avez pas les moyens de payer. On n'est pas au casino. Donc, c'est vraiment le point le plus important en matière de vente. Si on ne peut pas payer, on peut pas. J'imagine quand il y a une opération, le vent se vend, vu qu'il y a un plafond qui a déjà été fixé, j'imagine qu'il doit se vendre toujours un peu moins cher, non? Je sais pas par Alors, expérience. je n'ai jamais, je dis bien jamais eu un client qui m'a donné un pouvoir à un certain montant qui a respecté ce montant. Ça m'est jamais arrivé. Les seuls qui respectent parfois, c'est les marchands de biens. Mais les clients particuliers, vous qui êtes dans l'assemblée peut-être, si vous allez à l'audience, il y a 95% de chances que vous donniez à votre avocat un mandat, admettons, à 95 000, et que le jour J, vous disiez à 1 000 euros, j'y suis. Et on rajoute comme ça 1 000 euros, et 1 000 euros, et 1 000 euros, et on fait exploser le mandat. D'accord? Je n'ai quasiment jamais vu une vente se terminer dans les conditions initialement prévues. Donc, prenez vos responsabilités par rapport à ça. Le dernier point, c'est que si vous êtes un marchand de biens et que vous souhaitez revendre le bien rapidement, vous devrez, vous, faire l'avance du coût de la radiation des hypothèques. Ça va imposer à votre avocat une démarche supplémentaire, une requête à fin de radiation. Et enfin, la radiation en elle-même a un coût, qui est de 0,1% du prix des hypothèques à radier. Généralement, le montant est modeste. Il m'est arrivé une fois de voir une hypothèque à plus de 10 millions sur un bien. Alors 0,1% de 10 millions, ça fait quand même une coquette somme. Dans ce cas-là, on peut avoir un blocage au moment de revendre le bien si on veut le revendre rapidement. Si vous n'avez pas d'intention de revendre le bien rapidement, notamment vous n'êtes pas un marchand de biens, eh ben, la question des hypothèques, vous ne vous la poserez pas, parce que dans le cadre de la continuité de la procédure, au bout de 1 an, 2 ans, le créancier s'occupera de la radiation. D'accord? Mais si vous souhaitez revendre rapidement, vous devrez peut-être prendre les devants, et il y aura peut-être cette enveloppe cachée. Et en tant que votre avocat, cette dépense-là, c'est la plus difficile à anticiper, parce qu'on a besoin de renseignements qui sont compliqués à obtenir avant la vente. D'accord? Donc, il y a une source d'aléa et une nécessité de ne jamais se planter sur sa capacité à payer. C'est ça le point fondamental sur les ventes aux enchères. Alors, je vois qu'il y a encore plein de questions, je vais essayer d'y répondre. Parce que moi, j'ai à peu près fini là. Lors de la visite d'une maison en campagne, le maire de cette commune a fait savoir à tous les visiteurs que la commune allait préempter sur cette maison. Eh bien, le maire, je trouve pas ça clean de sa part d'annoncer la couleur, parce que du coup, personne ne pousse les enchères. Et qui c'est qui est lésé, c'est le débiteur. Si personne n'y va, le bien se vend pas cher. Si le bien se vend pas cher, la mairie y gagne, mais le débiteur, lui, il se fait saigner, quoi. Il y a une tête des dettes. Peut-être que son bien va aller beaucoup plus cher que ça, mais il va se vendre à pas cher. Et donc le maire se comporte comme un cochon. C'est mon point de vue. C'est pas très joli de sa part. Jean-Marc Besnard, je m'interroge sur cette pratique qui a pour effet de décourager les potentiels acheteurs, éventuellement à la commune, d'acheter à pas cher. C'est exactement ce que je viens de dire. Et oui, c'est hideux. Je vous confirme que c'est complètement nul. Il n'y a rien de plus à dire. Quentin, quid des frais d'adjudication en cas de préemption? Vous les récupérez. Tout bêtement. On vous les rend. C'est tout. Parfois, on met du temps à vous les rendre, mais on vous les rend. Monsieur Bordelais, est-ce qu'en pratique, le prix final revient à un prix du marché ou est-ce que le prix peut s'avérer réellement plus bas que le marché? Alors, cher monsieur, ça dépend. C'est les enchères, c'est très aléatoire, on voit un petit peu tout. Il y a quand même des grandes règles, d'accord? Des grandes tendances, on va dire. Primo, dans certaines zones géographiques, le prix des enchères est quasiment tout le temps égal au prix du marché. C'est notamment dans les zones vraiment très tendues. L'immobilier à Paris, c'est hyper tendu. Les enchères, c'est le prix du marché. Dans les zones vraiment très tendues, Marseille, les enchères commencent à se rapprocher du prix du marché. Maintenant, à l'intérieur des enchères, il y aura 2 typologies de biens. Il y a les biens qui intéressent les particuliers. Alors, ça va être en centre-ville, l'Haussmann avec une terrasse. En périphérie des villes, l'extérieur, la maison avec un extérieur, ou l'appart avec un extérieur. Et en campagne, la jolie maison.
Ces biens-là qui intéressent les particuliers, ils ne vont pas intéresser les marchands de biens. Mais les particuliers, quand ils achètent aux enchères, ils n'ont pas les mêmes notions que les professionnels à propos de la valeur des biens. Et là, on peut voir des dérapages complets, des ventes 10, 20, 30% dessus du prix du marché. J'en ai déjà vu. Parfois, on nage en plein délire, mais c'est les particuliers, ce n'est pas des professionnels, ils font parfois des erreurs, ou parfois ils ont des coups de cœur, ils sont prêts à y mettre quelques dizaines de milliers d'euros. Voilà. Par contre, sur les biens marchands de biens, le truc loué, le truc occupé dans des conditions bizarres, le truc avec travaux, la configuration atypique du type une licitation partage où il y a un petit peu des zones d'ombre. Bon. Là, les marchands de biens, eux, ils vont rentrer dans une logique différente. Ils prennent la superficie. Alors, je ne suis pas marchand de biens, je les côtoie. Voilà, je vous le dis en tant que quelqu'un qui les côtoie. Ils vont prendre la superficie, ils vont regarder la valeur du bien à l'achat, enfin, combien ils peuvent l'acheter. Ils vont regarder le coût des travaux qu'ils vont devoir injecter au mètre carré pour revaloriser le bien à temps. D'accord? Donc, s'ils savent que sur ce bien, ils peuvent mettre 3 000 euros du mètre carré en travaux pour le revaloriser à plus 7 000 euros du mètre carré, ils vont calculer leur marge de rentabilité sur cette différence. Et eux, ça leur donnera un indicateur sur la valeur du bien qui est totalement différente de celui d'un particulier. Soit ils vont se dire qu'ils sont prêts à aller à 40, 30, 20% en dessous du marché, parce que pour eux, leur seuil de rentabilité, il est là, en sachant qu'il faut qu'ils rajoutent à tout ça 10 à 20, 30, 40% de marge. Soit, en raison de ce calcul, ils seront prêts à aller 10, 20, 30, 40% au-dessus du prix du marché, parce qu'ils ne sont pas sur le même marché que vous, en fait. D'accord? Donc, en tant que particulier, ce que je dis souvent à mes clients, c'est que si vous êtes un particulier, si vous vous intéressez aux biens des marchands de biens, comme vous n'avez pas les mêmes impératifs de rentabilité, c'est là que vous pouvez faire des bonnes affaires. Par contre, ça demande beaucoup de travail. Voilà, beaucoup de calculs. Je ne sais pas si j'ai répondu, j'ai l'impression que oui. Oui, c'était clair, c'était clair. Céline Leclerc. Le délai de 10 jours pour une surenchère se compte en jour calendaire ou en jour ouvrable? En jour ouvrable. On ne compte pas le jour du point de départ. Et si jamais ça se termine un jour non ouvré, on reporte au premier jour ouvré suivant. À la fois c'est simple, et à la fois je ne peux pas vraiment le dire de façon plus simple que ça, et en même temps, en le disant, c'est un peu compliqué. Quentin D, quels sont le montant des intérêts de retard en pourcentage annuel? Ce n'est pas des pourcentages annuels parce que le taux légal est mis à jour semestriellement par la Banque de France. Donc tous les semestres, on va sur Internet, et on met à jour les calculs. Je poursuis, Jean-Marc. Je poursuis avec mon maire qui déclare préempté. Est-ce légal si je suis déclaré adjudicataire, puis-je contredire une éventuelle préemption? Alors, préempter, c'est légal, mais pas dans n'importe quelle condition. Et est-ce que je peux contredire une éventuelle préemption? Oui. Mais alors là, il y a deux choses qui me rentrent en ligne de compte. La première, c'est est-ce que la procédure devant le juge de l'exécution a bien été respectée? Est-ce qu'ils ont préempté de la bonne façon? Et là-dessus, il y a des choses trappes. D'accord? Je passe. Il y a des choses trappes. Un avocat bien chevronné, pointu sur ce sujet, saura vous expliquer de quoi il s'agit. Je ne pense pas qu'il y en ait, de vous à moi. Je pense qu'il n'y a quasiment aucun avocat en France qui maîtrise bien la préemption. Pourquoi? Parce que les établissements publics qui donc travaillent dans le secteur de la préemption ont tendance à faire appel à des avocats qui travaillent dans ce secteur, qui ne sont pas des avocats spécialisés en voie d'exécution. Donc il y a un peu une cohabitation de deux mondes qui ne se comprennent pas bien. Et on voit souvent des erreurs. Mais il y a des choses trappes. Maintenant, il y a tout un volet aussi dans l'autorisation de préempter, la décision publique de préempter, avec la désignation du délégataire du droit de préemption, la mairie, etc. Il y a tout un volet administratif que moi je ne maîtrise pas parce que ça dépend de compétences que je n'ai pas de droit public. Voilà. Donc, il y a des moyens de combattre devant le juge de l'exécution, ça je peux vous en parler, mais pas aujourd'hui, c'est trop complexe. Il y a des moyens de contester dans le domaine du droit public que là je ne maîtrise pas et dont je ne peux pas du tout parler. Donc c'est pour à moitié. Oui, mais trois petits points. Peut-être avoir un avocat du coup spécialisé. Je pourrais en parler pendant 2 heures de la préemption, mais là on terminera dans 3 heures. Ok. Est-ce que vous avez d'autres questions? On arrive à la fin. C'est maintenant. Donc, si vous avez des questions,
Déjà, je vous conseille d'aller regarder notre guide sur le droit judiciaire, c'est le plus pointu. J'ai été très... alors, ne pensez pas que j'ai été clair, j'ai pas été clair dans mes explications. Vous pensez que j'ai été clair parce que je vous ai parlé comme à des clients, mais en réalité, si on était rentré dans le détail, j'aurais eu besoin de vous dire plus de choses, notamment pour vous expliquer les différences entre les ventes sur saisie, liquidation et licitation. C'est très impactant si vous êtes un marchand de biens. Si vous souhaitez vous lancer dans cette activité de marchand de biens, allez voir la vidéo du webinaire qu'on a fait là-dessus. Sinon, vous n'achèterez pas dans de bonnes conditions. D'accord? Il vous manque une partie des informations nécessaires que j'ai éludées volontairement. Primo. Deuxio, allez consulter notre site, on a quand même des informations là-dessus qui sont assez détaillées. On vous en parle dans la page que je viens de vous mettre en ligne. Et si vous avez des questions, passez-moi un coup de fil. On y répondra avec plaisir. Le lien de la vidéo est dans le chat. Hein. Je l'ai partagé. Et également, la vidéo est également dans l'article que j'ai partagé sur le blog de notre cabinet d'avocat. Il y a une question de Yann. Ah. Peut-on se faire rembourser les émoluments des 2 avocats si on les a déjà payés que la mairie préempte? Oui. Alors, j'ai déjà eu des discussions un peu houleuses avec des confrères là-dessus, mais pour moi, si la mairie préempte, c'est plus vous l'adjudicataire. Si c'est plus vous l'adjudicataire, c'est plus à vous de payer. En fait, on est censé vous rendre votre argent et on est censé prendre la facture, l'annuler, enfin, la passer en avoir, la rééditer et la envoyer tout droit à l'organisme qui a préempté. L'établissement public, la mairie, ce que vous voulez, quoi. Après, si je sens, vous, que vous avez un contentieux avec une marque, avec un maire. Il y en a plusieurs, du coup. Il y a Jean-Marc. J'ai l'impression que les maires, ils vous agacent tous là. Pas tout le temps qu'on pose des questions. Voilà, on est à votre disposition. Je vous remercie pour votre attention. Et puis, au prochain webinaire. Merci à tous. Merci pour toutes ces questions. Vous avez été quand même actifs. Donc c'est bien. Ça a été dynamique. Alors, je crois qu'il y a... Dernière question. Non, c'est Gérard qui dit merci. Ok. Bon, écoutez, je vous remercie à tous. Merci, Maître Morellon. Vous avez son lien dans le chat. Et puis, n'hésitez pas à l'appeler et puis à jeter un coup d'œil à Venture, savoir voir si vous voulez avoir un peu plus d'informations aussi sur ce qu'il y a en ce moment sur le marché. Oui, puis je crois que Alix a publié une belle série d'articles sur les différences entre les différentes ventes judiciaires en complément de la vidéo qu'on a fait la dernière fois. Donc, allez regarder tout ça. Pour moi, si vous voulez faire ça bien, lisez l'article qu'on a publié sur les ventes judiciaires sur notre blog. Allez voir la vidéo ou alternativement, allez lire les articles de Alix sur le sujet et vous serez bien pour vous acheter dans de bonnes conditions.